Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue sur votre télévision, Bambotos Télévision. Vous faites bien de regarder la télé, l'émission c'est Zoom Artu. Vous le savez, nous avons mis une petite pause, question de nous ressourcer. Nous sommes bel et bien sur Bambotos Télévision ce soir, mesdames et messieurs, dans le cadre de Zoom Artu. Zoom Artu, c'est le melting pot ou alors c'est, n'est-ce pas, un condensé d'informations. Zoom Artu, c'est tout ce que vous pouvez imaginer pour l'actualité. Zoom Artu, c'est, n'est-ce pas, un zoom sur l'actualité. Tout d'abord, mesdames et messieurs, nous tenons donc à nous excuser pour ce léger retard. Et puis, nous sommes allés nous ressourcer et nous sommes bel et bien là ce soir pour reprendre avec Zoom Artu, qui sera désormais votre quotidien tous les jeudis sur Bambotos Télévision. Vous faites donc bien de regarder la télévision, l'émission c'est Zoom Artu. Tout d'abord, on prend cette virgule et on revient tout juste derrière. De retour sur le plateau, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous sommes ce soir avec vous pour décrypter l'actualité à notre manière. Et parlant d'actualité, donc, nous allons commencer ce soir par une petite mise en bouche. Et cette mise en bouche, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est ce mini-congrès pour l'installation des délégués permanents du parti RDPC pour l'Ouest, qui s'est tenu donc aujourd'hui du côté de la place des fêtes de Bafoussam, qui avec, n'est-ce pas, pour cause l'installation des délégués, du délégué régional pour le compte du parti RDPC et des délégués départementaux pour le compte du même parti. Et pour cela, je vous invite à regarder. À des désignations supplémentaires ou complémentaires qui pourraient constituer des sources de conflit au moment où nous recherchons plus d'harmonie et d'apaisement au sein des équipes. En d'autres termes, il est bon que tout le monde comprenne. Ne vous amoncelez pas des individus autour de vous, des individus que le parti ne connaît pas. La jeunesse a sa définition, l'OF a sa définition, le R a sa définition. Dans les vos actions prioritaires portent sur la coordination des activités du parti dans la perspective des élections présidentielles et régionales, en attendant la mise en place des équipes de campagne. À cet effet, vous veillez tout particulièrement à la consolidation des impulsions de notre sur les listes électorales, au resserrement des rangs, à la restauration de la concorde, essence et générale, à la réflexion sur les actions spécifiques à conduire localement pendant la campagne électorale au renforcement de la vigilance. Avant de clore mon propos, je tiens à m'adresser spécialement aux jeunes de la région de l'Ouest, où qu'ils se trouvent, et voir qu'ils fassent, notamment les jeunes en quête d'emploi, pour leur dire de continuer à faire confiance au président Kobia, que je connais un peu, étant actuellement probablement son plus gros collaborateur parmi les plus anciens. Voyez-vous, le président Kobia est un homme de parole, un homme d'honneur. Je puis vous assurer
qu'il connaît ses compatriotes et son pays mieux que quiconque. D'ailleurs, vous savez, il est l'unique personnalité qui, depuis 1962, règne au-dessus de notre grande nation. C'est un homme, petite expérience unique dans le monde et qui suscite le respect de tous les chefs d'État de la planète. Comment donc pouvons-nous refuser de faire confiance à des personnalités qui jouissent de la confiance des plus grands de ce monde? Excellence pour bien et avec toutes les félicitations du secrétariat général du comité central, je vous déclare installé dans votre importante fonction le chef de la délégation permanente départementale du comité central du Congo. Je fais la photo du titre. Oh merde. Je vous déclare installé en vos nobles fonctions le chef de la délégation permanente et régionale du comité central RDC. Ouais. C'est pas ça, mon gars. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous l'avez suivi, hein? C'est l'événement donc qui s'est déroulé ce jour du côté de la place des fêtes de Bafoussam, où le secrétaire général du RDPC, à savoir monsieur Jean Kuete, procédait donc à l'installation des délégués départementaux et régional du Kunki pour l'Ouest, pour le compte, n'est-ce pas, de son parti, le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors, ce soir, dans le cadre de Zoom Arthur, mesdames et messieurs, je ne suis pas seul, je suis encadré des personnes qui m'accompagnent pour le décryptage de cette actualité. Je commence tout d'abord par ma droite. Lui, c'est monsieur Kenefoso David. Il est le régional du PIC, Peuple Intègre pour le Changement. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Prince Damasien. Je dois dire que c'est toujours avec un heureux plaisir, n'est-ce pas, que nous prenons part comme ça, pour répondre à votre invitation. Nous voulons également saluer tous nos auditeurs, tous ceux qui nous suivent, tous qui suivent Bamboutos TV. Nous disons bonsoir à tous. Et je voudrais aussi saluer mon co-panéliste en la personne de frère Lélé qui est là. Ça faisait déjà un très bon bout de temps, on ne s'était plus revus. C'est donc avec une très grande joie que nous nous revoyons ce soir. Donc, j'espère que nous serons à la hauteur pour essayer de produire de quoi, n'est-ce pas, satisfaire l'attention de tous nos auditeurs. Merci. Voilà, merci à vous, monsieur David. À votre suite, à ma gauche, lui également, il a été annoncé par son copanéliste. Lui, c'est monsieur Lélé Alain. Il est le régional de UMS, le parti UMS. Bonsoir. Voilà. Bonsoir Prince, bonsoir. Déjà heureux d'être sur ce plateau aujourd'hui. Ça faisait déjà depuis longtemps, n'est-ce pas, que rien n'avait été programmé. Je pense qu'il y a des résolutions de la maison, n'est-ce pas, qui ont mis en exergue que
que cette émission ne va passer chaque fois maintenant. Donc je pense que nous disposerons de nous mettrons nos temps à profit, n'est-ce pas, pour être réguliers sur ce plateau, pour édifier les milliers de téléspectateurs de Bamboutos Télévision. Et tiens également à saluer mon copanéliste, mon frère, ce n'est plus mon frère le révérend pasteur. On a mis du temps sans se voir, on se retrouve. Dieu a voulu qu'on se retrouve aujourd'hui. Tout à fait, c'est ça. Voilà, mesdames et messieurs, le décor est ainsi planté. Nous allons donc dérouler ou alors décrypter l'actualité à notre manière. Et le grand thème de l'émission de ce soir, c'est, n'est-ce pas, le décès du pape François. Oui, vous le savez, le pape François est décédé. Et nous allons, n'est-ce pas, parler un peu de la vie de ce pape. Alors, le décès du pape François, quel regard? Mais tout d'abord, Monsieur Lélé, je commence par vous. Alors, on a regardé ensemble ce qui s'est passé aujourd'hui du côté de la place des fêtes de Bafoussam. Le RDPC qui vient installer ses délégués. Alors, selon vous, c'est un mini-congrès, selon vous? Bon, comment dirais-je, ce meeting, peut-être cette cérémonie qui a l'allure, n'est-ce pas, même d'un meeting politique. Oui. C'est pas anodin, surtout que nous sommes à l'aube de beaucoup d'événements politiques qui devront se dérouler dans notre pays. Déjà, il y a les élections présidentielles qui bientôt auront lieu. S'en suivront, n'est-ce pas, les autres élections. Donc, ce n'est que de bonnes guerres. Ce n'est que de bon ton que le RDPC cherche à restructurer les bases de son parti, n'est-ce pas, en nommant des différents délégués dans toute la République, des responsables régionaux et départementaux, n'est-ce pas, dans toute la République du Cameroun. Donc, au regard de cette cérémonie, nous pensons que c'est déjà un meeting qui ne dit pas son nom. Et c'est une restructuration de ces organes de base pour préparer les échéances qui sont en train d'arriver. Donc le RDPC se prépare convenablement. C'est également à nous, n'est-ce pas, au niveau de l'opposition, de prendre acte. Si nous dormions sous nos lauriers, qu'on comprenne que les choses sont déjà, les hostilités sont déjà engagées. Tout à fait. Et qu'il va falloir mûrement se préparer afin de faire face à ces différentes échéances électorales. Alors, monsieur Kendefoso David, au regard, n'est-ce pas, de ce meeting organisé par le RDPC ce jour, alors quel est le regard que vous portez lorsque vous voyez ce meeting? Justement, on a cru être j'allais dire quoi, c'est-à-dire que à un congrès, parce que le meeting avait l'allure vraiment d'un congrès national. Et on peut comprendre déjà que le RDPC est en train d'affûter ses armes, de se préparer déjà par rapport à... Et même, moi je crois que on n'a pas encore déclenché c'est-à-dire la propagande électorale, c'est-à-dire la descente sur le terrain pour, comment on appelle ça, faire, c'est une sorte de publicité. Pour battre campagne, voilà, c'est ce que je cherchais. Donc, moi je crois que ce meeting a déjà l'allure d'une campagne. Qu'on le veuille ou pas, c'est une campagne que le RDPC est en train déjà de faire. Et ce qui est surprenant, c'est que ils ne vont pas permettre aux autres partis de le faire. Parce qu'en principe, ça devrait se tenir dans une salle, comme peut-être la maison de parti, etc. Mais vous voyez, c'est public. Ils ont fait une place de fête. Une place de fête, c'est public. Vous comprenez tout de suite que l'avantage qui est réservé particulièrement au RDPC, les autres partis n'en jouissent pas. Ils ne peuvent pas. Vous ne pouvez pas voir, je ne sais pas quel est le parti au Cameroun qui peut solliciter
faire un meeting comme ça, en public, avec tout. C'est assez difficile, voire impossible. Donc, je crois que cela nous dit déjà beaucoup de choses. On ne devrait pas faire 2 poids 2 mesures. Comme on le fait souvent, c'est pas normal, c'est pas juste. Et ça rentre toujours dans les différents chefs d'accusation, les griefs qui sont toujours, n'est-ce pas, orientés à l'endroit du RDPC et du parti. Donc voilà un peu le premier regard que je pourrais dire à propos de ce meeting-là. Alors, monsieur, le RDPC qui, selon vous, dame déjà le pion sur le terrain, n'est-ce pas une faiblesse des partis politiques de l'opposition? Est-ce que les partis de l'opposition ne peuvent pas organiser de tels meetings? Qu'est-ce qui bloque? Ce sont les moyens, ou alors vous voulez dire que le RDPC a beaucoup de moyens? Ou alors n'est-ce pas la politique a des moyens de faire sa politique? Beaucoup d'argent? Revenant sur cet aspect-là, je pense que la question est la bienvenue. Et comme l'a dit même le révérend tout à l'heure, déjà le RDPC utilise les moyens de l'État. Oui. Et les moyens de l'État, ils mettent des moyens colossaux. Si on vous dit le budget alloué pour ce meeting, mais vous allez mettre les mains sur la tête. Tout à fait. Donc, les moyens de l'État est confondu même à ce parti. Et si vous avez vu aujourd'hui la qualité des invités qui y étaient, c'est toute l'administration, n'est-ce pas, de l'Ouest qui y était, avec des ministres qui sont déplacés de gauche à droite pour la cause. Donc le RDPC est confondu pratiquement à l'État. Donc ce qu'ils font ne nous surprend pas aujourd'hui. Mais sauf que il y a un bémol à tout cela, c'est que si les partis de l'opposition voudraient s'engager dans cette voie, c'est-à-dire organiser aussi des meetings pareils, ils n'auront pas l'accessibilité. On va vous parler, n'est-ce pas, de l'interdiction du meeting, malgré les demandes que vous allez faire, n'est-ce pas, à ces administrateurs tels que les sous-préfets. On va vous sortir, on va vous contourner la loi, vous dire comment la loi est restrictive, à gauche, à droite, vous parler de l'ordre public, ainsi de suite. Mais quand il s'agit d'eux, on n'évoque pas ces paramètres. Donc je pense que c'est une histoire de 2 poids 2 mesures. Ce n'est pas un problème de moyens au niveau des partis de l'opposition. Parce que je pense que même au niveau des partis de l'opposition, si on avait la liberté de se mobiliser pareil, on aurait fait 1000 fois mieux que ça en termes de mobilisation, en termes de quantité de personnes qui devraient y participer. Donc je pense qu'on serait à la hauteur plus que ce que j'ai vu, n'est-ce pas, faire. Donc nous pensons que le RDPC jouit déjà des moyens de l'État et empêche également les autres, n'est-ce pas, de s'engager proprement dit sur le terrain. Voilà. Or, si on avait cette latitude-là, on ferait 1000 fois mieux que ce qu'ils sont en train de faire. Alors, monsieur Kene, est-ce que, à entendre, n'est-ce pas, votre copanéliste, parfois on a tendance à croire que le RDPC se confond avec les postes d'administration. On a vu aujourd'hui, n'est-ce pas, des directeurs de sociétés qui sont invités à un meeting de partis politiques. Parfois, est-ce qu'on n'a pas tendance à croire que le RDPC mélange un peu tout? Ils confondent l'administration aux partis politiques. Je dois déjà d'emblée dire que le jeu politique, ou alors les règles politiques sont déjà tronquées. Parce que le jeu politique demande que la même liberté qui est octroyée à tel parti soit également octroyée à tel autre parti. Mais ce n'est pas le cas, et particulièrement dans notre pays, au Cameroun. Je suivais dernièrement une émission qui parlait, vous voyez, ce que nous voyons par exemple se passer au Sénégal, même au Gabon, ici à côté, vous allez voir, même jusqu'aux urnes. Les urnes, ça se fait publiquement. Le dépouillement des urnes, publiquement, tout était. Et donc, vous voyez que dans les pays environnants autour de nous là, on essaie quand même de voir qu'ils sont suffisamment avancés en ce qui concerne la démocratie par rapport au Cameroun. Les choses sont encore embryonnaires, confisquées par le pouvoir public. C'est
Tout à fait. Ce que nous venons de constater montre à suffisance. Vous voyez, comment se fait-il? Je vous dis qu'aucun parti dans notre pays ne peut solliciter un meeting public et être accepté. Ce sera très difficile. Voilà. Bon, nous comprenons tout de suite quel jeu nous jouons. Et si on s'aventurait même là simplement, vous allez entendre toutes les réprimandes et tout qui sera, n'est-ce pas, fait à votre endroit. Donc nous comprenons que nous sommes encore très loin de ce que nous parlons chaque jour de la démocratie. Je ne sais pas si c'est la démocratie ou on est encore très loin. Alors, Monsieur Lélé, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, du RDPC, lorsque vous, des partis politiques de l'opposition, lorsque vous dites que on ne peut pas vous octroyer, ou alors on ne peut pas vous accorder de tels meetings, est-ce que c'est pas parce que les partis politiques de l'opposition ont parfois tendance à exciter le peuple, à pousser le peuple à la révolte qu'on fait ces interdictions? Je pense que c'est plutôt des subterfuges, n'est-ce pas, pour ne pas donner la possibilité. C'est même plutôt, ils sont dans une position de peur. Oui. Voilà, ils ont plutôt peur. Ils sont dans une posture de peur. Voilà. Or, les meetings s'encadrent. Et je me rappelle à plusieurs fois, j'ai fait organiser, n'est-ce pas, à quelques fois où les autorités ont pu donner, n'est-ce pas, le quitus de pouvoir organiser soit des installations, des cellules ou autres. Mais lorsque l'événement se déroule, il y a déjà des policiers ou bien des officiers de police judiciaire qui sont sur les lieux. Oui. Lorsqu'on vous donne même le quitus de pouvoir organiser une manifestation, non, ils y sont. Oui. Ils y sont. De telle manière que lorsqu'il y a un désordre qui se signale, qui se pointe rapidement, n'est-ce pas, ils vont intervenir. Oui, ils vont intervenir. Et déjà, même lorsque vous vous engagez à faire une demande à manifestation, vous qui êtes le demandeur, vous photographiez votre scène, vous mettez, n'est-ce pas, sous la demande. Oui. Parce que c'est vous qui êtes engagé. Hein. De telle manière que s'il y a n'importe quoi, n'est-ce pas, vous êtes d'abord la première personne à être interpellée. Vous êtes la première personne à être interpellée. Donc, c'est pas, ils savent bien que si on donne la liberté, n'est-ce pas, aux partis politiques de tenir des meetings, ils ont tous les moyens de pouvoir encadrer pour qu'il n'y ait pas de désordre. Ils le savent. Dans plusieurs, moi je suis témoin de plusieurs demandes à manifestation que j'ai pu avoir auprès des sous-préfets. Mais lorsque l'événement finit, je pense qu'eux-mêmes ils sont satisfaits du déroulement des événements. Et comme le disait le révérend tout à l'heure, de quoi a-t-on peur? Parce que les règles du jeu même sont faussées d'avance. Voilà. Les règles de l'ECAM sont d'avance fauchées. Sont d'avance, ne donnent pas un équilibre dans la compétition. Lorsqu'on va, et je suppose qu'on est au football, qu'on a un adversaire qui a 11 joueurs et l'autre a 9 joueurs, vous voulez que ça se déroule comment? La réalité c'est ça. Ça. On n'est pas, n'est-ce pas, dans un contexte d'équité. Il y a déjà, n'est-ce pas, un déséquilibre avant que le match ne commence. Mais même jusque-là, les petits aspects pour lesquels on pouvait vous donner des avantages, on bloque. Et à titre comparatif, si on voudrait regarder la sous-région de l'Afrique centrale, je ne voudrais pas évoquer l'Afrique de l'Ouest. Il y a une évolution d'un certain niveau en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Regardons le cas récent du Gabon. Une élection qui se déroule aujourd'hui. 3 jours après, on a publié les élections. Voilà. Et rapidement, ceux qui n'ont pas gagné se sont rangés pour dire effectivement les choses ont été bien organisées dans les règles de l'art. Même si nous n'avons pas gagné, nous reconnaissons que vraiment, je pense qu'on devrait copier également de bons exemples. Mais nous pensons également que le RDPC est dans une logique de conservation négative du pouvoir. De conservation négative. Parce qu'après, lorsqu'on a perduré dans la gestion des institutions suprêmes, qui est la présidente de la République, à un moment donné, on doit se reculer, faire le bilan. Est-ce que le peuple qu'on gère là est satisfait? C'est ça. Aujourd'hui, lorsqu'on veut, n'est-ce pas, me voir le panier de la ménagère, lorsqu'on fait un constat dans le panier de la ménagère, mais aujourd'hui, c'est la catastrophe. Si vous avez une famille de 3-4 enfants, il vous faut minimum 6 000. Tout à fait.
il vous faut 6 000. Oui. Et même 6 000 là, est-ce que vous en sortez? C'est Je suppose difficile. même que le riz, avec la sauce d'arachide, Oui, le c'est kilo de difficile. riz, c'est 800, 900. Oui, 900, oui. Pour une fois, pour que vous fassiez, pour que vous mangez même 2 jours, s'il va falloir même acheter 3 kilos, on est déjà à presque 3 000. Hein. Tout à fait. Et s'il va falloir faire la sauce, acheter le poisson et autres, mais ça devient compliqué. Tout à fait. Ça devient compliqué. Donc, j'ai l'impression qu'on a passé le temps à appauvrir les Camerounais. Mm. Et j'ai l'impression qu'ils ne s'en rendent même pas compte qu'on a passé le temps plutôt à asphyxier le peuple. Et aujourd'hui, on se permet de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi. Comme si vous avez trompé, comme si à chaque fois, le peuple est naïf. Oui. Le peuple n'est pas naïf. Ils ne sont pas Le dupes. peuple n'est pas naïf. Dans tout- et à l'observation, vous allez voir que depuis un certain nombre de temps, l'année passée et l'année surpassée, plus que jamais, les inscriptions ont augmenté. Ça veut dire que les gens prennent de plus en plus conscience. Oui. Et j'ai toujours dit que la meilleure manière pour qu'il y ait un changement, tant que le peuple ne prendra pas conscience, rien ne bougera. Tout à fait. Si le peuple reste dans sa posture de non, ça va, non, ce qu'il fait là, on apprécie, ou bien on se recule. Non, on veut voir nos enfants grandir. On va toujours passer le temps à être maté de cette manière. Et il faudra que la seule sanction qui soit faite à l'encontre de cette mauvaise gestion de ce pays, il faudra que ce soit sanctionné dans l'urne. Que le peuple censure. Il faut que le peuple censure. C'est à ce niveau-là. Donc, on ne peut pas passer le temps à rendre les Camerounais misérables de gauche à droite et après les gens se permettent. Je vous ai dit tout à l'heure que si on pouvait vous dire le coût de ce meeting, vous allez mettre les mains sur la Oui. tête. Récemment, il y a eu une histoire de motion de censure de 100 000 personnes dans le Nord. Oui. On parlait d'un budget de plus d'1 milliard, alors qu'ils n'ont pas les routes. Même si on avait évalué qu'un kilomètre de route, c'est 200 millions, ça ferait au moins 7-8 kilomètres. Oui. Et ça, au moins, ça aurait enlevé les gens, n'est-ce pas, dans un désenclavement de la Breu que nous connaissons. Voilà. Et j'ai vu quand même les grands, les populations du septentrion, certains leaders là, dire ceci ne passera plus. Voilà. Parce que vous nous avez pris longtemps pour des moutons. Si à chaque fois on répète les mêmes choses, on accepte les mêmes choses, ça veut dire que vous allez certifier cette fois-ci que nous sommes des moutons. Ah oui. Donc, à un moment donné, le peuple prend conscience. Et j'ai l'impression que eux là, eux qui nous gèrent, ils se disent toujours que les gens ne prennent pas conscience. Qu'on continue toujours dans la posture de la non-réflexion. Non, les choses changent à un moment donné. Et je pense change. que les élections qui viennent là, pour moi, il y aura beaucoup de changements. choses qui vont se passer. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Je vais embrayer sur ce que venait de dire M. Lélé pour dire que moi je crois que le peuple n'est pas dupe. Parce qu'il y a des signaux quand même. Je crois dans le centre actuellement, Oui. ou dans le sud peut-être, il y a eu un éclatement au point où il y a un haut responsable du parti du RDPC qui est en justice avec une autre partie, ils sont en justice. Oui, oui, oui. C'est vrai. Bon, vous pouvez comprendre que les gens ne sont pas dupes. Vous avez évoqué le cas de certains hauts responsables du Nord. Oui. Oui, de ce côté-là également. Mais on a même dû retarder le vol du secrétaire général à la présidence quand il a fait un déplacement de ce côté-là. Oui, voilà. Oui, C'est vrai. donc le peuple n'est pas dupe. Et le grand constat encore, c'est que quoi? C'est que on n'a jamais atteint le quota d'inscription qu'on est en train d'atteindre aujourd'hui. Oui. Depuis que les élections se passent au Cameroun, peut-être même en 1990 où il y avait vraiment une grande masse là, mais je ne sais pas si on avait atteint le quota qu'on a. Parce que quand nous regardons aujourd'hui, on est déjà à plus de... On avoisine les 8 millions, 8 millions. d'inscriptions Tout à fait. sur les listes. Or, souvent, très souvent, quand vous avez... On a fini, on dit 3-4 millions qui ont élu. 4 millions sur un pays de 32 millions d'habitants. Oui. Est-ce que vraiment ça peut donner une crédibilité aux élections dans une nation? ça ne peut pas. Nous ne pensons pas. Donc, je voudrais dire que ne nous leurrons pas à voir la masse comme nous voyons là. Oui. La masse n'est pas toujours synonyme d'unité. Non, c'est pas toujours synonyme d'unité. Bien que les gens fassent foule, comme on est en train de voir là, mais je crois qu'au milieu d'eux-mêmes, l'exemple que je venais de citer, qui se passe du côté du Sud, nous le prouve à suffisance. Que ce n'est pas nécessairement parce qu'ils sont là en masse avec les tenues et tout, qui prouve que je crois que laissons le temps au temps, comme a dit quelqu'un, et nous verrons. Moi, je suis également d'avis avec M. Lélé que
Dieu seul va trancher l'histoire des élections au Cameroun. Tout à fait. Voilà. Merci, chers messieurs. Nous allons donc nous allons y revenir avant la fin de cette émission. Ben, nous allons entrer dans le vif de notre sujet de ce soir, mesdames et messieurs, à savoir le décès du pape François. Alors, quel regard? Tout d'abord, je vais, n'est-ce pas, ici, donner en quelques mots un peu la biographie du pape François, de regretter même moi aujourd'hui. Le pape François, dit Georges Mario Bergoglio, est né en 1936 en Argentine. Il rentre comme novice dans la Compagnie de Jésus en mars 1958. Il est nommé prêtre en 1969 et évêque de Oca et auxiliaire de Buenos Aires en 1992, puis archevêque co-adjuteur du même diocèse. Donc voilà, n'est-ce pas, en quelques mots, n'est-ce pas, la biographie du pape François de regretter même moi aujourd'hui. Alors, monsieur Lélé, le pape François, quel regard vous portez, n'est-ce pas, à ce personnage? Le pape François, aujourd'hui, de regretter mémoire, alors, il a œuvré beaucoup pour, n'est-ce pas, dans le monde entier, notamment beaucoup d'interdictions de sa part, beaucoup de choses que certaines nations avaient déjà signé, même, je dirais, l'autorisation d'exercer certaines choses que je n'aimais même pas prononcer ce mot ici. Et le pape François qui a été contre. Alors, pour vous, est-ce que c'était un homme intègre? Bon, déjà, d'entrée de jeu, je voudrais, n'est-ce pas, garder une mémoire, n'est-ce pas, au décès de ce pape. Tout à fait. Ce pape qui, disons déjà que l'Église catholique et l'Église du monde entier est endeuillée. Parce qu'un prélat ou un évêque ou un pasteur, ce sont des hommes de Dieu. Tout à fait. Voilà. C'est pas le fait du hasard. Voilà. C'est pas le fait du hasard qu'il soit devenu ce qu'il est. Un peu comme le révérend Kanye. Oui. Je pense que c'est Dieu qui sait comment il choisit ses hommes. Donc le monde religieux, le monde chrétien endeuillé à cette disparition. Donc nous gardons une pensée pieuse, n'est-ce pas, pour ce prélat, n'est-ce pas, qui a disparu. Tout à Donc fait. quant à son cheminement, certainement il a eu un cheminement élogieux, surtout de par sa naissance. Nous constatons donc que c'est des gens qui ont vu beaucoup de choses venir. Ils ont, n'est-ce pas, surtout les guerres d'indépendance et autres. C'est des gens qui ont vu assez de choses, vu comment les gens sont morts. Être témoins de beaucoup d'atrocités, témoins des misères des populations, se battre comme ils pouvaient le faire en son temps et à son époque, pour essayer d'apporter sa modeste contribution pour l'avancement de l'humanité. Donc c'est des gens qui ont œuvré d'une manière ou d'une autre pour l'avancement de l'Église catholique particulièrement et de l'Église globalement. Vous savez que Rome, n'est-ce pas, c'est un État. Tout à fait. Donc l'Église catholique, n'est-ce pas, qui est le poumon central de cette institution, n'est-ce pas, est une institution d'ordre mondial. Voilà, l'Église catholique est répertoriée dans tous les pays du monde entier. Donc c'est une très forte administration, n'est-ce pas, qui gère l'Église catholique. Bon, maintenant, lorsqu'on avait eu le désistement de Benoît XVI, la dernière fois, peut-être qu'il ne se sentait pas bien, peut-être pour raison de santé ou peut-être pour d'autres raisons. Peut-être qu'il y a des éléments, n'est-ce pas, pour lesquels il ne convenait pas. Dans tous les cas, il avait démissionné. C'est à l'issue de sa démission que le pape François a pris les rênes du Vatican. Tout à fait. Voilà. Il a pris les rênes du Vatican, mais sauf qu'il y a des choses pour lesquelles qui l'ont beaucoup éclaboussé. J'ai lu trop de choses dans les réseaux sociaux où les gens ne l'ont pas. Les gens, quand j'ai lu, n'est-ce pas, diverses interventions, les gens ne l'ont pas beaucoup pris en cœur. Voilà. Surtout lorsque vous cautionnez, même si vous ne cautionnez pas, quand vous faites une sortie pour des choses qui sont interdites par Dieu, vraiment, vous ne pouvez pas être, ça ne peut pas être réceptif. Tout à fait. Lorsque vous pouvez cautionner que il y aura des unions libres,
les hommes peuvent se mettre avec des hommes, les femmes peuvent être mettre avec des femmes. Ça veut dire que vous cautionnez la destruction de l'humanité. Oui. Oui, c'est des choses qui ne se tolèrent pas. Nous revenons dans une autre porte de Sodome et Gomorrhe, où Dieu lui-même avait réprimandé. Oui. Quelqu'un m'a fait observer l'autre jour que depuis que le pape s'est mis en droite ligne à cautionner ces bêtises, depuis la période là, il est tombé malade. Oui, quelqu'un m'a fait observer ça. Voilà. Oui. Oui, que depuis depuis sa sortie, avec ce qu'il avait dit, Oui. il est tombé malade. Voilà. Dieu n'est pas fou. Oui. Il faut faire attention. Oui. Et les gens ne savent pas que c'est la venue de Jésus aujourd'hui qui nous libère. Oui. Parce Oui. qu'à l'époque de l'Ancien Testament, Dieu était furieux. Dieu s'est vengé à tous les coups. Hein. Oui. C'est-à-dire que vous faites des choses comme ça, mais comment le retour, c'est énorme. Donc, moi, je pense qu'il s'est beaucoup éclaboussé avec sa sortie. Et il a vu la réaction. Hein. Il a vu de la réaction, surtout des prélats africains. Oui. Non, une réaction vive. C'est revenu à ce que lorsque le Barack Obama était venu une fois au Sénégal Oui. parler, n'est-ce pas, de l'homosexualité. Oui. Le président Macky Sall, en son temps, lui avait dit que non, le peuple africain n'a pas encore atteint ce degré de culture. Oui, oui. Oui, ça n'entre pas dans nos mœurs. Non, Pourquoi non. voulez-vous que nous on copie vos mœurs Non. alors que nous on a les nôtres? Oui. Ici, nous on admet la polygamie. Vous n'admettez pas. Pourquoi vous ne copiez pas aussi la polygamie chez vous? Mais vous voulez absolument qu'on adopte ce que vous adoptez chez vous. Oui. Ça ne marche pas. Nous on n'est pas prêt que les hommes et les hommes se marient. Surtout que nous sommes dans un contexte musulman où les hommes ont même droit à 4 femmes, 3 femmes, Oui. 2 femmes Oui. et tout ça. Maintenant, vous voulez qu'on cautionne des bêtises. Il lui a réprimé. Et pour moi, Barack Obama est l'un des présidents américains qui m'a laissé un mauvais souvenir. Très mauvais souvenir. Je ne sais pas si j'ai un mauvais souvenir d'un président américain comme celui-là. Vraiment. Parce que quelqu'un qui est natif, où les origines sont africaines. Oui. Oui. Barack Obama, lorsqu'il a pris le pouvoir, il donnait beaucoup d'espoir même à l'Afrique. Oui. Mais la seule chose que Barack Obama est venu présenter à l'Afrique, c'était l'homosexualité. Vraiment. C'est tout ce qu'il a. Mais le plan de développement, rien. Zéro. Voilà ce que ce monsieur est venu présenter à l'Afrique. Donc pour moi, Barack Obama, c'est l'un des pires présidents américains, n'est-ce pas, qui m'a marqué négativement. Et comme par comble de malheur, vous voyez que dans la position du pape qui a été fortement critiquée, n'est-ce pas, par l'Église en général et les églises catholiques en Afrique, les prélats africains particulièrement. Oui. Il y a même un évêque là, un cardinal là. Oui. Oui. Non, un cardinal là, il s'est opposé fermement, Farouchement. farouchement. Oui. Je pense qu'à l'issue de ça, c'est là où le pape lui-même a pris conscience de la gravité de la situation. Oui. Il est ressorti pour tempérer. C'est vrai. C'était très grave. Comme je disais tantôt, quelqu'un m'a fait observer que depuis sa sortie là, le pape est tombé malade. Il faut faire très attention lorsqu'il s'agit de l'œuvre divine. Oui. Ça ne badine pas. Vous croyez que quand les gens ne vous portent pas en cœur là, vous croyez que vous êtes béni? Jamais. 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 C'est la malédiction que vous portez. Oui. Il faut faire attention. Moi, j'ai été, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on dit, tu arrives à l'église, on dit, on prie pour le pape, on dit, on prie pour celui-là. Par rapport à quoi? Avant, avec ces genres de sorties, ça, c'est le démon incarné, ça. Vraiment. Oui, il est venu pour toute autre chose que la mission de Dieu. Oui. Donc, pour ma part, qu'il repose en paix, c'est Dieu seul qui sait, n'est-ce Tout à pas, la continuité, la suite. Mais nous pensons que l'Église doit rester ferme, n'est-ce pas, sur ces choses qui ne prônent pas l'éthique. Et vous avez vu la venue de Trump. Oui. Vous voyez la venue de Trump. Voilà. Lorsque Trump arrive aux États-Unis, il reprend le poste de président des États-Unis, mais il a banni ces histoires. Il reconnaît deux personnes, ou tu es homme ou tu es femme. Oui. Et encore un autre aspect pour lequel Trump m'a plu, c'est les mariages fantaisistes. Parce qu'il avait constaté que les femmes se mariaient pour créer des divorces parce qu'ils devaient avoir la moitié des biens des hommes. Oui. Mais il est revenu sur ça. Il a tranché. Il a fixé un quota. La femme ne peut bénéficier qu'au prorata de ce qu'elle a aussi ramené dans le foyer. Dans le foyer. Oui, c'est devenu compliqué. Or,
ça fragilisait, n'est-ce pas, les familles américaines. Et même aujourd'hui, ça fragilise les couples en Europe. En Europe, oui, parce que les femmes se prennent la tête, elles engagent des mariages sous contrat et autres, parce qu'elles guettent le porte-monnaie des hommes. Vous êtes sans ignorer la sortie, un des joueurs africains, là, Hakimi, il joue à Paris Saint-Germain. Oui. Il s'est marié avec une femme plus âgée que lui. 1 ou 2 ans ou 3 ans après, la fille divorce. Elle était certaine que le gars avait dit, elle connaissait le compte de son gars. Mais sauf que le gars avait fait toutes les opérations en ce qui concernait les biens et autres au nom de sa mère. C'est quand elle engage le divorce qu'on tranche même en sa faveur, qu'on fouille le compte de ce joueur, on conseille qu'il n'a rien en compte. Voilà. Que tout était mentionné au nom de sa mère. Au nom de sa maman. La fille là, elle a mis les mains sur la tête. Donc ça a permis même que les gens deviennent aussi intelligents. Voilà. Ce qui fait que beaucoup de gens, n'est-ce pas, d'un certain niveau, ne me laissent plus tout en leur propre nom. Donc vous voyez déjà la venue de Trump. Moi je dis c'est Dieu qui sait comment il fait. Oui. Vous savez que le monde de cette histoire-là, c'était beaucoup plus aux États-Unis. Trump est venu mettre fin à ça. N'en parlons pas du russe, Vladimir. Vladimir avait dit longtemps. Moi, il sait qu'il est né d'une femme et d'un homme. Il ne peut pas cautionner des choses, n'est-ce pas? Et il avait dit que les puissances européennes se sont engagées sur une voie de perdition. Ils vont détruire les cellules familiales. Et à un moment donné, est-ce qu'on aura affaire à des hommes robots? Jamais. Ou à du n'importe quoi. Or, maintenant, quelle est la moralité d'une personne qui dit « je veux adopter » On me dit un couple gay. Vous dites que vous allez adopter quel enfant? Qui vient d'où? L'enfant là vient d'où? Ça c'est des deux. C'est quel genre d'éducation que vous allez donner à vraiment quel genre d'éducation? Non, quand même, c'est pas la sorcellerie. Donc voilà un peu ma position vis-à-vis de ce pape. Vraiment qu'il s'en aille en paix. Et certainement il recevra des obsèques dignes de son rang et tout. Mais il a aussi laissé un très triste souvenir. Moi, personnellement, il n'entre pas dans mon cœur. Tout à fait. Alors, il sera inhumé donc ce samedi. Et nous disons toutes nos condoléances à la communauté catholique. Alors, Monsieur Kenney, le pape François, qui a, n'est-ce pas, autorisé certaines choses qui ne riment pas avec nos cultures. Alors, c'est pas... Est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'il n'était pas aussi sous pression, n'est-ce pas, de certains dirigeants occidentaux? Est-ce qu'il n'était pas sous pression d'accepter seulement? Bien, je dois d'abord commencer par adresser toutes mes condoléances, parce que une pensée pieuse pour le monde catholique romain en particulier, tout à fait. Parce qu'ils pleurent leur chef aujourd'hui. Vous savez, il y a un adage qui dit quand on frappe le berger, les troupeaux vont se disperser. Tout à fait. Alors nous voulons simplement dire plutôt aux troupeaux de se concentrer, et plutôt que ça peut être plutôt matière à réflexion, de bien réfléchir pour la suite des événements. Je vais d'abord commencer par faire quelques remarques pendant le règne de ce pape. Déjà, c'est le premier pape américain qui a été élu. Premier pape américain, parce que depuis là, c'était presque l'apanage des Européens. Depuis plusieurs années jusqu'ici. Bon. Et durant son règne, comme nous avons dû le constater, il y a eu beaucoup de choses durant son règne. Déjà, une remarque forte, c'est qu'on n'avait jamais assisté à la coexistence de deux papes. Vous savez, c'était des règles. Tout à fait. Que le pape doit mourir avant que l'autre accède au pouvoir. Mais ce n'est que dans le règne de celui-ci qu'on a assisté à une coexistence des deux papes. Parce que Benoît, ce n'est pas mort, il a démissionné tout simplement, et pour céder la place. Maintenant, il faut s'interroger sur les raisons de sa démission, qui reste jusqu'ici floue, parce qu'on n'a jamais percé l'abcès pour entrer en dessous, pour dire qu'est-ce qui s'est réellement passé. Bon, maintenant, autre chose, c'est que le pape François
de regrettée mémoire, il est aussi l'un des papes qui n'a pas beaucoup duré par rapport aux autres comme oui. nous avons connu. Oui. Oui, il rentre dans le sillage de ceux qui n'ont pas tellement duré. Je crois que c'est environ 12 ans d'existence à son pouvoir. Bon, maintenant, sur sa ligne politique, comme disait encore mon copanéliste, il a marqué vraiment négativement le monde en général. Oui, parce que en avouant, n'est-ce pas, certaines choses qui sont abominables aux yeux de l'Éternel. Et Dieu ne peut pas rester indifférent. J'ai dit tout à l'heure que c'est le lieu de donner matière à réflexion aux chrétiens catholiques en particulier. Tout à fait. Tout à l'heure, quand mon copain disait que ça peut être une réaction depuis qu'il a annoncé, fait cette déclaration abominable, alors il est resté cloué sur le fauteuil. Je voudrais attirer notre attention sur certains événements qui ont intervenu ces derniers temps dans d'autres nations. Par exemple au Brésil. Au Brésil, ils ont organisé une sorte de festival, quelque chose comme ça, opposant Jésus au diable. Et la réaction de Dieu ne s'est pas fait attendre. Le lendemain de cet événement, mais un vent terrible qui sortait de nulle part a éclaboussé avec les débordements d'eau. Oui, avec les débordements d'eau. C'était une terreur terrible. C'était une terreur. Je voudrais vraiment, j'ai dit tout à l'heure que il faut que ça donne matière à réflexion aux chrétiens catholiques en particulier. Parce que Dieu ne restera jamais indifférent devant n'importe quoi, parce qu'il est le créateur et il a donné une ligne de conduite à observer à toute l'humanité. Bien, revenons toujours encore sur un autre événement récent. Parce que les gens qui aiment souvent dire Dieu n'existe pas. Dieu existe et Dieu fonctionne avec une certaine vertu qu'on ne doit pas bafouer. Aux États-Unis dernièrement, vous avez vu un incendie qui a mis presque un mois. Presque un mois, on n'a pas pu éteindre. À Los Angeles. Si vous connaissez ce qui se trame à Los Angeles, c'est le siège du mal. Du mal, tout à fait. Où toutes les grandes décisions diaboliques sont prises dans ce cercle-là. Dieu a organisé un feu. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il est lui-même un feu dévorant. Et il a allumé ce feu que toute la science des hommes, je crois que s'il y a les super sapeurs-pompiers dans le monde, c'est aux États-Unis qu'on pouvait en trouver. Mais si déjà une semaine, 2 semaines, vous n'arrivez pas à atteindre. Et même pour enchérir la suite là, il y a eu un snap aux États-Unis où c'était le snap des gays. Tous ont été brûlés dans ce snap. Brûlés entièrement. Vous voyez. C'est pour dire quoi? Quand je prends un peu ces événements, c'est pour dire quoi? Dieu ne restera pas indifférent dans des abominations, dans des déclarations qui sont faites. Ce pape a fait certaines déclarations très graves. C'est peut-être que vraiment, moi je crois, nous sommes dans la fin des temps et il ne faut pas, vous savez, le pape est considéré comme quoi? Comme un chef d'église, comme un guide spirituel pour orienter les gens vers le salut. Alors s'il ne le fait pas, c'est très dangereux. Vous savez, Jésus s'insurgeait très souvent quand les leaders d'église, il faisait par exemple cette déclaration: il aurait fallu pour vous qu'on vous mette une meule au cou et qu'on vous enfonce dans l'eau pour que vous ne ressortez plus jamais. Ça, c'est la déclaration de Jésus par rapport à certains leaders spirituels indélicats. Donc, quand le pape a fait donc cette déclaration depuis là, vous voyez tout ce que ça a entraîné. Il a commencé, il ne pouvait plus, il était cloué sur cette chaise roulante. Et puis, parce que les gens ont souvent l'habitude, les gens ont souvent l'habitude de comparer, de dire que le pape, il est le représentant de Dieu sur la terre. Supposons que ce soit ça. Supposons qu'il soit le représentant de Dieu, comme Jésus qui était le représentant. Mais Jésus
on voit Jésus dans un fauteuil, lui qui était venu délivrer les gens. Voilà. On a eu tous ceux qui ont précédé le pape comme des leaders, chefs d'église, les Saint-Pierre, Saint-Paul, tout ça. On a vu leurs œuvres, on a vu la vertu qu'ils prônaient, on a vu tout ce qu'ils ont fait. C'est des modèles à suivre, des exemples à suivre. Et donc, franchement, je crois que ce pape, bien que ce qui devait arriver arriva, mais il ne nous laisse pas un souvenir vraiment agréable. Oui, c'est ce que nous pouvons noter d'emblée, d'entrée dans cette dans ce partage concernant le pape François. Voilà, merci pour cette observation. Nous allons donc, puisque le temps nous tient à la gorge, nous allons donc poursuivre cette émission. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous pouvez participer à cette émission via le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez participer donc par SMS ou alors par WhatsApp via le 674 54 99 18. 674 54 99 18. Nous allons donc continuer, n'est-ce pas, avec cette actualité, et puis tout juste derrière, mesdames et messieurs, vous allez permettre qu'on puisse, n'est-ce pas, prendre les journaux parus dans nos kiosques ce jour, avec, n'est-ce pas, la complicité de la régie. Nous allons donc partir tout de suite avec la nouvelle expression de ce jour, oui, la nouvelle expression de ce jour qui titre en grande une démission du gouvernement, la lettre que Kamto avait adressée à Biya. Et n'est-ce pas, la nouvelle expression qui titre donc cela. Dans sa correspondance du 30 novembre 2011, celui qui est devenu le président du MRC et sérieux adversaire de la présidentielle de 2018, faisait déjà le procès du régime au-delà d'une simple lettre de démission. Les mots qu'il décriait à l'époque se sont considérablement accentués aujourd'hui. Donc, voilà donc ce qui a titré la nouvelle expression de ce jour. Et en pied de une, toujours dans le journal, la nouvelle expression du jour, Koutaba, il meurt pour 20 mètres carrés de terrain. Donc, c'est à lire, n'est-ce pas, en page 3 du journal de ce jour. Avant, ayant mortellement poignardé son adversaire dans un embuscade litige foncier, Ndam Daouda a été rattrapé par la population en fuite qui lui a infligé la même sentence. La tragédie s'est produite à Koupa Kabnia, dans le département du Noun. Voilà, je commence par vous, Monsieur Lélé. Alors, lorsque on parle, n'est-ce pas, d'une lettre que le président Kamto aurait adressée à Biya, alors, lorsque vous suivez cela, quelle est votre réaction face à cela? Une correspondance que le président du MRC, Kamto, a adressée, n'est-ce pas, le 30 novembre 2011, et qui est devenu, n'est-ce pas, le mettait, n'est-ce pas, en adversaire avec le président Biya, faisant procès du régime. Alors, le MRC, le président du MRC qui adresse une correspondance au président du RDPC, est-ce que c'est normal selon vous? Bon, déjà, c'est même le rôle régalien de l'opposition, n'est-ce pas, observer la gestion, apporter soit des amendements ou bien des critiques au regard d'un certain nombre de choses, surtout de la situation économique de ce pays. Oui. Et même au niveau de la vie des citoyens au quotidien. Il faut toujours s'interroger. Nous-mêmes qui vivions dans nos quartiers, lorsqu'on voit ce que notre propre vie, la vie de l'entourage, on comprend que rien ne marche, que rien ne va.
Et déjà à ce niveau-là, tout le monde toujours inquiet et on devra toujours s'interroger. Donc, la lettre du président Kamto n'est que de bon ton, n'est que la bienvenue pour pouvoir attirer, n'est-ce pas, le gouvernement sur les tâches quotidiennes qui sont les leurs, et surtout au niveau de la bonne gouvernance. Parce que ce qui tue notre pays, c'est la mauvaise gouvernance. Tout à fait. Le pillage systématique. C'est-à-dire que la hauteur dans les dépenses publiques, surtout les cadres de l'État. On avait un moment demandé n'est-ce pas, que le train de vie de l'État soit diminué. Réduit. Soit réduit. À l'observation, ce qui fait gagner le nouveau président gabonais, justement, quand il est venu aux affaires après le coup d'État, il a réduit drastiquement, d'une manière drastique, le coût de vie de l'État. En commençant par le corps militaire. Voilà. Vraiment. C'est ça. Et c'est là où il a attiré la sympathie de la population. Voilà. Oui, c'est ça. Donc sa victoire, d'aucuns ont même dit que, bon, quand on gère les affaires, forcément on doit... Non, il a attiré la sympathie du peuple, de par sa gestion, de par sa rigueur, tant de choses. Et il a démontré en un laps de temps qu'il pouvait. Donc, je pense que certainement il aurait reçu des conseils. Mais non, avec tout ce que tu as fait, c'est mieux de déposer ta casquette de militaire et de prendre les affaires. Et je crois que c'est ce qu'il a fait, même si on pourra toujours dire quelque chose sur la manière de prendre le pouvoir et la dévolution du pouvoir. Il y a toujours matière à dire. Ça manque pas. Il y a toujours matière à dire. Mais la finalité de toute gestion, c'est que le peuple soit heureux. Moi, je dis aujourd'hui, les Libyens souffrent énormément. Kadhafi avait mis autant de temps comme il avait mis. Mais les Libyens étaient heureux. Ils étaient heureux. La santé gratuite, le logement gratuit, l'éducation gratuite. Les Libyens avaient tout ça. Il y avait le trop plein d'argent en Libye. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Depuis qu'il est parti, ce pays est entièrement divisé. Donc, moi également, je m'en tiens à la gestion de notre pays. Vraiment, si le président Paul Biya, si nous, les ménages étaient heureux, à un moment donné, les gens s'en foutent. Les gens s'en fouteraient de la gestion de ce pouvoir politique-là. Les gens n'y penseraient même pas. Mais à un moment donné, lorsqu'on observe la misère partout, vraiment, il y a lieu de s'interroger. Voilà. Donc, la lettre du président Kamto n'est que la bienvenue par rapport à la situation de notre pays actuel. Alors, M. Kene Kamto, le président Kamto qui adresse une lettre comme ça là, à Paul Biya, est-ce que selon vous, cette lettre est la bienvenue? Est-ce qu'il était temps de lui adresser cette correspondance? Comme a dit mon co-panéliste, c'est de son droit le plus absolu, n'est-ce pas? C'est le droit le plus absolu de l'opposition de réagir quand ça ne va pas. Mais j'ai envie de m'interroger d'abord, parce que vous savez, travailler beaucoup plus sur les on dit. J'ai également suivi, mais j'ai pas lu la lettre en question, parce que si on avait le contenu, on pouvait décrypter à partir du contenu. Quels sont les griefs, n'est-ce pas? Nous savons qu'il y a beaucoup de griefs déjà qui sont adressés à ce gouvernement actuel. Mais je veux dire que pour décrypter clairement la lettre de Kamto, il fallait qu'on ait la lettre, la teneur de cette lettre. La teneur. Bon, maintenant, quand j'ai fini de dire ça, nous avons des aspects, je peux prendre juste un seul aspect, comme la corruption dans ce pays. On a déjà mis toutes sortes de machines pour lutter contre la corruption dans ce pays. Mais qui peut dire dans ce gouvernement-ci-là, dans ce pays, que est-ce qu'on a besoin d'aller chercher, de faire des fouilles même pour détecter la corruption? Quand on passe seulement en route là, en route, n'est-ce pas, on voit la corruption. Ça se voit, ça saute à l'œil nu. Ça saute à l'œil nu. Qu'est-ce qu'on cherche pour dire qu'on peut éteindre une telle gangrène? Ça saute à l'œil nu. On n'a pas besoin de faire de la fouille. On essaie de mettre sur pied toutes sortes de machines pour enquêter. Vraiment, c'est pour ça que nous, je profite pour dire, dans notre parti, le PIC, Peuple Intègre pour le Changement, nous avons l'habitude de dire, ce dont notre pays souffre,
ce n'est pas un problème, le manque d'argent ou manque d'économie ou manque de quoi. Mais c'est beaucoup plus la ressources humaine de qualité. Voilà ce qui manque à notre nation, la ressource humaine de qualité. Parce que si nous avons cette ressource humaine de qualité là, mais on n'aura pas besoin de trop réfléchir parce que les gens veulent parfois mystifier même ce qu'il ne faut même pas. C'est qu'on voit quand on a une ressource humaine de qualité qui est à la tête, qui sont d'abord, parce que souvent on a tendance à dire que son entourage, l'entourage du chef, mais comment? Ça devrait partir de là. Ça devrait partir de là. Et quand on a cette ressource humaine de qualité qui entoure, ça doit prolonger jusqu'à la base, aller du sommet jusqu'à la base. Alors, donc, pour parler vraiment des griefs, je crois que Kamto peut dire, il a bien des raisons, il a des motifs. Mais seulement, bon, je ne sais pas, puisque lui-même a travaillé dans ce gouvernement. Tout à fait. C'est lui-même l'un des acteurs dans ce gouvernement, parce qu'il y a des choses que on vient aujourd'hui. Parfois, je me pose la question, à quel jeu joue-t-on? Oui, vous avez initié des lois par le passé qui vous rattrapent aujourd'hui. Et puis, voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà, nous allons poursuivre cette revue de presse avec juste derrière le journal Émergence qui titre en grande une expulsion des Camerounais de la Guinée équatoriale. Pourquoi le phénomène est récurrent? Voilà, Monsieur Lélé, ces Camerounais qui sont chassés de la Guinée équatoriale, et ce phénomène est toujours récurrent et le gouvernement reste silencieux. Alors, selon vous, pourquoi cela devrait se passer? Bon, déjà, vous savez, les jeunes aujourd'hui dans notre pays sont, c'est-à-dire qu'ils sont dans un cadre de désespoir total. Oui. Lorsque, n'est-ce pas, ils obtiennent des diplômes, ils obtiennent autant de choses, peut-être des formations, mais l'insertion professionnelle n'y est pas. Ça ne suit pas. Voilà. Raison pour laquelle ils partent chercher à côté. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un pays au monde où il y a autant de départs comme au Cameroun. Vraiment. Autant de départs. D'ailleurs, même on parle du phénomène du Canada. Et apparemment, lorsqu'on fait, n'est-ce pas, des rapprochements par rapport à beaucoup de pays, les Camerounais sont les plus nombreux dans ce pays-là. Et j'ai peur de ces départs-là et j'ai peur aussi du retour. Oui, parce qu'à un moment donné, lorsque vous partez dans un pays et que vous vous installez de manière définitive, est-ce que dans le temps, est-ce qu'il n'y aura pas de problèmes qui se soulèveront un jour? Oui, c'est ça la question. Bon, maintenant, dans la sous-région, il dit c'est récurrent, les jeunes prennent du risque. Je connais un petit, le fils d'un de mes voisins, n'est-ce pas, actuellement qui est au Maroc. J'ai vu un peu sa vidéo au Maroc, en train de fuir, en train de se réfugier de gauche à droite. Vraiment, j'ai beaucoup pleuré. J'ai dit que comment ce garçon pouvait, c'était un coiffeur ici à Douala, et il venait récemment de prendre son épouse. En partant, donc, il laisse un enfant pour s'aventurer. Bon, même étant au Maroc, le départ pour l'Europe, c'est dans la mer. Et nous savons comment ça se passe, n'est-ce pas, traverser la mer pour l'autre côté. Oui. Vous allez entendre que les bateaux sont immergés dans l'eau. Tout ça. Parfois, il y a des sabotages de bateaux en mer. Oui, il y a parfois des sabotages. Donc, les gens le font sciemment pour que vous n'arrivez pas dans leur pays. Oh, ça, c'est un risque énorme. C'est un risque énorme. C'est pour ça qu'une fois également, on saluait les victoires de Nganou, Francis Nganou, de gauche à droite, en disant que c'était un exemple. Mais lorsqu'on analyse son parcours, comment est-il quitté le pays? C'était en mer. Il y avait tout le risque possible. Tout le risque. Mais aujourd'hui, il est salué. Même lui-même qui est aujourd'hui à un certain seuil, n'encourage pas que les jeunes, n'est-ce pas, prennent cette voie. Cette voie-là. Oui, il ne cautionne pas. Or, même s'il est pris comme salué aujourd'hui, n'est-ce pas, comme un exemple, mais il a fait comment pour y arriver. Donc, le Cameroun est l'un des pays où il y a de nombreux départs. Il y a même également trop de choses sur Internet il y a une histoire de cuinettes qui ont fait, n'est-ce pas, en sorte qu'au moins des centaines de jeunes se retrouvent au Canada. On a escroqué de l'argent, des millions à ces jeunes-là pour qu'ils se retrouvent là-bas, leur promettant de l'emploi avec des salaires faramineux.
où on leur proposait que vous devez avoir les 1 million, les 2 millions de salaire. Mais ils sont arrivés là-bas, même avoir le logement, ils n'en avaient pas. On les avait réfugiés comme des pauvres dans une maison là-bas. Je ne sais pas comment ils ont fait pour retourner au Cameroun. Je prends l'exemple également d'un jeune que le corps est arrivé. Je crois que c'est sorti même dans les presses. Oui. Un jeune Camerounais qui a été assassiné en Italie. Oui, par un Arabe. Il a pris ce risque toujours par la main. Dieu voulant, il est bien arrivé. Et il se battait même. Sauf que quand il en a pris, on l'a assassiné. On l'a assassiné jusqu'à ce que le corps est retourné au Cameroun. Donc il y a ces phénomènes-là récurrents. Il y a même des décès dans le désert. On a montré il y a de cela 2 ans une jeune femme. Moi j'ai pleuré pour la jeune femme. Comment est-ce que tu peux avoir ton activité de coiffeuse à Douala avec tout un salon? Et on dit qu'elle s'est aventurée avec près de 2 millions. Oui. Comment est-ce qu'elle peut fermer et 2 ou 3 enfants pour prendre l'aventure? Vraiment. Alors que tu as un atelier, n'est-ce pas, qui marche bien. Moi, je me demande à un moment donné si les gens réfléchissent. Ça, c'est des cas. J'ai également 2 autres cas. J'ai vu des gens proches de moi qui laissent un salaire d'au moins 700 000 ici parce qu'ils veulent aller au Canada. Je suis témoin au moins de 3-4 cas. Mais c'est vrai qu'ils arrivent là-bas, ils fréquentent, ils s'en sortent. Mais à un moment donné, il faut, avec un pareil salaire, comment est-ce que vous ne pouvez pas bien vous intégrer ici là? Bon, ceux-là, aujourd'hui, peut-être, ils s'en sortent bien là-bas. Mais moi, je dis, il ne faut pas, n'est-ce pas, absolument parti pour parti. Il faut souvent bien analyser la situation. Alors, pour emboîter votre part, je dirais que moi-même, j'ai été, n'est-ce pas, victime d'un cas pareil. Mon propre frère de sang, qui étant ici à Bafoussam, était déjà propriétaire de 5 véhicules taxis. Il a liquidé et puis il a pris la route par le désert. Il est arrivé au désert, il a été frappé. Heureusement qu'il avait encore un peu d'argent sur lui. Il est revenu, il a pu rentrer jusqu'à Bafoussam. Actuellement, il est là. Mais je vous assure, il travaille aujourd'hui pour le compte de quelqu'un. Il conduit la voiture de taxi de notre personne. Alors qu'il était propriétaire de cette. Alors, je me demande parfois que voulons-nous. Alors, n'est-ce pas, pour sortir de ce journal. Alors, Monsieur Kene, on a tendance que la Guinée équatoriale a déjà eu ce regard et a dit: nous en avons déjà marre, les Camerounais remplissent notre territoire. Il faut qu'on les expulse. On a tendance à croire que c'est ça parce que ce sont les Camerounais qui sont les plus expulsés de la Guinée équatoriale. Vous savez, ça me fait rire d'abord. Pourquoi? Parce que Dieu a béni ce Cameroun, cette nation, même si les gens ne le savent pas. De par d'abord les ressources naturelles et beaucoup d'autres choses. Dieu a fait du Camerounais un peuple de travailleurs. Les Camerounais, dans sa plus grande majorité, c'est un peuple de travailleurs. Ce qui fait que quand, et je ne voudrais pas citer une tribu en particulier qu'on connaît dans cette nation, quand elle s'installe quelque part, le progrès est évident. Le changement sera là. Nous avons, le Camerounais passe pour être comme un peuple des envahisseurs. Un peu partout, que ce soit au Gabon, en Guinée équatoriale, même aux États-Unis, vous allez voir un quartier des Camerounais, presque tout. Ils sont partout. Tout à l'heure, là, on parlait du Canada. Vous allez voir, ils sont nombreux un peu partout. Donc, je dis, il faudrait que l'on comprenne ça. Dieu a mis la main sur cette nation. Le pays, le Cameroun dans lequel nous nous trouvons, c'est un pays béni. Tout à fait. Maintenant, je voulais m'appesantir sur un aspect en particulier. J'ai dit un peuple de travailleurs. Quand on va dans les pays comme la Guinée équatoriale, c'est des gens paresseux. Tout à fait, oui. Et quand ils voient que, bon, vous avez déjà suffisamment travaillé, ce phénomène, comme on l'a dit, est récurrent. C'est très récurrent même. Je me rappelle quand nous grandissions encore depuis du côté de Douala, on entendait ça régulièrement. On a chassé les Camerounais en Guinée équatoriale et au Gabon qui rentrent dans leur pays. Pourquoi? Ça se passait comment? Par pillage. On venait piller. Quand on chassait, première des choses, c'était de piller leurs biens. De piller les biens. Parce qu'ils sont incapables de faire. Ils sont paresseux. Et quand ils viennent voir que vous
vous développez. Donc, c'est lié à quoi? Il y a la jalousie qui sont à la base de tout ça, et les jalousies et bien d'autres choses. Ils voient qu'ils ne peuvent pas, et que vous, qui n'êtes pas des autochtones, qui êtes des étrangers, vous venez, subitement, vous êtes à l'aise, vous vous sentez à l'aise dans leur pays, alors que c'est pour ça, c'est ça qui est à l'origine, qui fait que tout le temps, ils sont obligés de chasser pour reprendre. Et toujours, quand ils reprennent, ils font quelques jours seulement, ils ne peuvent pas tenir le coup. Il faut que vous reveniez encore, vous lancez au travail. Ça me semble, ça me rappelle un peu une histoire dans la Bible qui s'est passée dans les temps antiques en Égypte. Il y avait le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, comme il est dit, qui a séjourné là-bas. Et à un moment donné, les Égyptiens, Pharaon et tout son staff, ils ont constaté que ce peuple était tellement dynamique, travailleur et nombreux. Ils avaient donc une multiplication vraiment exponentielle. Et ils ont dit, ah tiens, mais ces gens-ci, pour finir, ils peuvent finir par prendre possession de tout le territoire. Et c'est ça qui a fait que ils n'ont pas pris, malheureusement, ils n'ont pas emprunté la voie de les extirper du pays, mais de les soumettre plutôt à des travaux forcés. Tu vois, c'est comme ça que le peuple d'Israël est devenu esclave en Égypte pendant plusieurs siècles même. Ils sont devenus esclaves. Donc, c'est le même cas aujourd'hui. Le Cameroun, c'est un peuple dynamique. Qui s'installe quelque part, ça c'est remarquable. Ça ne va pas passer inaperçu. Et quand c'est remarquable et que les autres sont là, dans leur pays depuis, ils souffrent depuis des années, non, ils seront obligés de vous chasser pour piller vos biens. Voilà, nous allons poursuivre, n'est-ce pas, ce journal des journaux, mesdames et messieurs, en prenant toujours derrière l'œil du Sahel, qui titre en grande une, Mvina, le RDPC perd 2 barons en 3 jours. Voilà, on revient toujours avec le RDPC qui perd, n'est-ce pas, 2 de ces barons dans la Mvina en 3 jours. N'est-ce pas là un problème qui se pose actuellement au sein du parti RDPC? Nous constatons tous qu'il y a beaucoup de membres du RDPC qui décèdent ces derniers temps. Monsieur Lélé, alors, votre regard face à cela? Nous observons même à la Chambre haute des sénateurs qui ne font que mourir. Et voilà, 2 barons du RDPC qui meurent en 3 jours. Est-ce qu'il n'y a pas un problème au sein de ce parti politique? Bon, le premier constat qu'on devrait faire, c'est un gouvernement des gérontocrates. Voilà. Des gens assez vieux. C'est ça. Le phénomène des morts n'est c'est le premier constat. Oui, le phénomène des morts n'est que normal. Je ne trouve pas qu'il y a quelque chose de suspect à ce niveau-là. Vraiment. Lorsqu'on a déjà atteint 70 ans, vraiment pour moi la suite c'est le bonus. À tout moment, si on dit qu'il y a un éventuel départ, on ne va pas dire qu'on est surpris. Voilà. On n'est pas surpris. Moi qui suis nutritionniste, vous savez, plus on avance en âge, plus le taux de duplication des cellules diminue considérablement dans le corps. Ça veut dire que lorsque vous avez par exemple 20 ans, le corps produit par exemple 80% des cellules. Lorsque vous avez 40 ans, le corps produit à peine déjà 60%. Quand vous êtes déjà à 60 ans, le corps produit 30% des cellules. Oui, au fur et à mesure, ça baisse. Au fur et à mesure, ça baisse. C'est pour ça que nous sommes en proie à des maladies dégénératives comme le diabète, le cancer. Parce que, n'est-ce pas, nous avons plus cette force cellulaire qui vont constamment combattre toutes ces maladies-là. C'est pour ça que tout cela nous arrive. Les tensions, les hypertensions, les arthroses. Dans un certain âge, vraiment, ce n'est qu'automatique. C'est pour ça que lorsqu'on a un certain âge, il faut une hygiène de vie. Si vous avez l'habitude, n'est-ce pas, de trop boire, à un moment donné, vous serez obligé de vous abstenir, de faire un peu des mouvements sportifs, n'est-ce pas, pour un certain équilibre. Moi qui fais beaucoup le sport, surtout ici à la pelouse, il y a beaucoup qui y viennent là-bas, pas parce qu'ils aiment le sport, par recommandation médicale. Le médecin leur dit, tu as bu tous les médicaments possibles, mais ce qu'il va falloir maintenant, c'est faire l'activité sportive. Voilà. Donc, pour moi, c'est un phénomène normal. Je ne trouve pas qu'il y a quelque chose de suspect. C'est un gouvernement des gérontocrates.
vraiment, ce n'est pas une surprise qu'on dise que à plus de 70 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans, qu'on ne peut pas mourir. Alors, monsieur Kene, pourquoi est-ce que, parlant, par exemple, de la Chambre haute, pourquoi ce sont que les partisans du RDPC qui décèdent? Il y a d'autres partis politiques. Pourquoi les militants, pourquoi les partisans de d'autres partis politiques ne décèdent pas? Monsieur Lélé a fait un constat tout à fait significatif. Et je dois dire que le RDPC est à l'image de notre gouvernement. Oui. Vous voyez, on a un gouvernement où les gens sont à l'âge où ils devraient aller à la retraite. On les reprend, on renouvelle, on change seulement peut-être de pile face, ils sortent de ce poste pour aller dans tel autre poste, et ainsi de suite. Et l'âge ne fait que s'avancer. Vous voyez un peu. Tout à fait. Et c'est les mêmes, c'est la plupart, si on compte ceux qui dirigent le parti, comme on a dit là, le parti RDPC, la plupart sont les membres du gouvernement qui sont là-dedans insérés. Quand vous allez voir, on dit que chef de quoi qui va aller battre campagne, délégation qui va aller ici, c'est un ministre qui s'en va. Et le ministre, ils sont là pour battre campagne partout. Oui. Donc, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Les cas de décès, je ne pense pas trop que ce soit des trucs mystiques, mais cela obéit à une certaine norme de la vie. Et une certaine norme, ils sont fatigués. Et pourquoi donc il y a donc lieu de s'interroger, parce que s'ils pouvaient comprendre ça, regardez, vraiment, pour ma part, le Sénégal est en train de devenir un exemple, un modèle à suivre ici en Afrique. Mais vous voyez les jeunes qui sont là, qui pilotent et qui peuvent juste essayer de... C'est vrai, on dit dans un adage que si jeunesse pouvait. Vieillesse savait. Et si jeunesse savait. Et vieillesse pouvait, quelque chose comme ça. Alors, on peut, parce qu'on n'est pas en train de dire qu'il faut chasser tous les vieillards. Parce que, mais quand c'est un gouvernement où on n'a que des vieillards, c'est très grave. Oui, mais si on peut essayer de mixer dans le gouvernement. Parce que si vous prenez, si on commence à citer la liste des membres du gouvernement aujourd'hui là, je ne sais pas si le dernier là, c'est vrai, on peut avoir quelques rares, une ou deux personnes comme ça qui sont à moins de 50 ans, mais la plupart ont passé l'âge de 70 en montant, tout ça, la plupart. Donc vous voyez que c'est un phénomène naturel, tout simplement. Je ne voudrais pas convoquer le mysticisme dans cette histoire. Voilà, nous allons partir au pas de course avec l'aide de la régie. Nous allons traverser immédiatement, car on avait plusieurs journaux prévus. Nous allons, compte tenu du temps, nous allons traverser et prendre directement Cameroun Tribune avec l'aide de la régie. Nous allons prendre Cameroun Tribune de ce jour qui titre en grande une: carte nationale d'identité en 48 heures, l'opération comme elle va. Et en pied de une, donc, plus d'un mois après son lancement, le nouveau mode de production du précieux sésame est à géométrie variable. Pendant que l'opération marche comme sur des roulettes, pour certains usagers, elle piétine chez d'autres. À Yaoundé et ailleurs dans le pays, pour diverses raisons liées entre autres à la forte affluence et aux soucis dus à la connexion Internet instable, à l'ignorance du processus d'enrôlement en ligne et surtout à la mauvaise interprétation des détails de délivrance. Voilà, ce problème, vous allez garder la parole, monsieur Kene, ce problème de carte nationale d'identité en 48 heures qui n'est-ce pas, devient même 92 heures ou alors plus. Pourtant, on nous a promis qu'en 48 heures, cela devrait être fait. Je prends l'exemple de moi-même, je suis allé faire l'enrôlement et tout, faire le dossier passé au pré-enrôlement et tout,
vous avez d'office 3 jours que cela vous coûte. Après le pré-enrôlement, vous venez maintenant pour l'enrôlement proprement dit. Cela vous prend une autre journée. On vous enrôle, on vous enregistre. Vous revenez le jour prévu pour le rendez-vous. La carte n'est toujours pas arrivée. Alors, ce problème de carte nationale d'identité en 48 heures, est-ce qu'enfin nous allons pouvoir sortir de ce phénomène de carte d'identité au Cameroun? Il faut d'abord dire que c'est vraiment problématique parce que comment se fait-il? Moi, c'est un phénomène qui m'a toujours tellement scandalisé que dans un pays, on met plus de... Tu te retrouves avec un récépissé en poche qui a fait peut-être 4 ans, 5 ans dans tes poches parce qu'il n'y a pas possibilité de... C'est même ridicule à la limite, franchement, parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Quand nous voulons analyser certains faits, regardons aussi autour de nous. Est-ce que les pays riverains, les pays autour de nous là vivent le même phénomène? C'est la question que je me pose. Point d'interrogation. Pourquoi ce n'est que propre à notre nation, propre au Cameroun, qu'on ne peut pas établir en 2 jours, on ne peut pas établir une carte nationale d'identité? Je me pose, est-ce que c'est vraiment quelque chose de mystique ou bien de quoi? Mais je crois que, comme on pouvait le dire, vous savez, il y a une certaine querelle qui a dégénéré dernièrement quand le chef de la police au Cameroun a fait un tour du côté de, je sais pas, c'était le sud-ouest, dans le sud-ouest, et qu'il a fait le constat des routes pour se rendre compte de l'évidence d'une chose. Et il s'est mis à crier que mais comment on peut circuler sur ce genre de route? Voilà. Il oubliait que dans son propre département, les gens de l'autre côté se posent comment on peut faire souffrir pour avoir une carte d'identité. Vous voyez un peu? Et donc ça a créé même, je crois que ça a créé une certaine querelle tout à fait. Entre les ministères comme ça. Alors, donc je dis, je n'arrive pas à comprendre. Ils ont dit vraiment une chose, parce que, et c'est justement ça que nous avons dans ce pays, les promesses fallacieuses. Une chose est de dire et une chose est d'accomplir. On va nous faire toutes sortes de promesses pour ceci, pour cela, mais l'accomplissement, c'est là où on attend. Parce qu'il ne suffit pas de bavarder, de parler, mais il faut poser des actes qui puissent convaincre, n'est-ce pas, le citoyen lambda. Tout à fait. Afin que nous puissions vraiment avancer et croire à ce que vous dites. Donc moi, vraiment, je ne sais pas. Alors, Monsieur Lélé, ce phénomène de carte nationale d'identité, on a eu, n'est-ce pas, plusieurs mutations. On est passé de la carte carton à la carte informatisée. Toujours le même phénomène. Pour établir une carte nationale d'identité au Cameroun, il faut toujours des tracasseries. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne pensez pas qu'il faille revenir à la carte d'identité carton? Car on se souvient que lorsque vous vous présentiez au commissariat avec votre acte de naissance, tout de suite on écrivait le carton et puis on vous remettait. Pardon, je veux compléter ce que je disais tout à l'heure là, s'il vous plaît. Je voulais dire que franchement, quand tout ça entre dans la malgouvernance, parce que il y a des choses que il suffit de laisser au privé, parce que le privé travaille avec un timing, avec les conséquences et avec tout et tout. Tout à fait. Il suffit de laisser certaines choses comme ça, même de laisser au privé, et vous allez voir le résultat. On a des problèmes comme le problème d'eau, les problèmes de lumière, tout ça, où l'État est vraiment
comment on dit ça? L'État veut toujours... Ça dit, c'est lui qui veut gérer, qui prend le devant pour gérer. Et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Alors que si on le laisse tout simplement, si on essaie de privatiser ça, vous allez voir comment ça va passer comme une lettre à la poste. Donc ça, c'est l'idée que je voulais... Oui, monsieur Lélé, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de revenir peut-être à l'ancien système de cage enregistrée carton qui ne coûtait pas 2 heures de temps pour être établi? Non, nous sommes à l'ère de la technologie, hein, oui. et du numérique. Le numérique. On ne peut pas rentrer à l'âge de Mathusalem. Voilà. Donc on va s'arrimer, n'est-ce pas, à l'évolution. Donc on va rester, n'est-ce pas, sur l'aspect informatique. C'est important. Et vous savez, aujourd'hui, tout aujourd'hui est informatisé. Lorsque vous allez en banque, on veut faire des opérations, vous avez des cartes bancaires, vous avez ci ou ça. Donc ce n'est pas au niveau, n'est-ce pas, de la CNI qu'il va falloir reculer. Voilà. Donc pour ma part, je pense que le gouvernement a tenu un discours alors que, n'est-ce pas, les actes ne suivaient pas à l'immédiat. Ils auraient même pu s'abstenir de faire des déclarations, mettre tout en ouvrage avant de, n'est-ce pas, avant de faire une sortie, sachant que le processus a été testé et que c'est en train de réussir avec le phénomène de 24 heures. Mais ils ont tenu des discours au préalable, sans pour autant, n'est-ce pas, mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. J'ai appris récemment qu'on construisait un centre n'est-ce pas, de production des CNI à Douala, par exemple. Ça veut dire que si c'est à Douala qu'on est en train de construire, ça veut dire que beaucoup de localités n'en ont pas déjà ces centres de production. Donc j'estime pour ma part que le processus devait être engagé, finalisé et testé pour voir qu'effectivement en 24 heures on peut avoir la carte avant de tenir des déclarations. Comme le révérend l'a fait, a observé tout à l'heure, le délégué même de régional national de la sûreté, n'est-ce pas, a tenu des propos lorsqu'il allait au sud-ouest, au regard des routes, mais sans ignorer même qu'au centre où il circule, les routes sont toujours de la breuse. Voilà, donc il faut éviter des déclarations tapageuses, alors que vous-même dans votre propre service, la moindre carte où le peuple camerounais devait s'identifier, on attend des années. C'est devenu un perdant. Et lorsque vous allez au commissariat pour faire ces différentes cartes-là, mais c'est une perte de toute une journée, ça c'est compliqué. Très très compliqué. Mais parlant n'est-ce pas, des centres de production, on prend par exemple au commissariat central de Bafoussam, il y a un immeuble nouvellement construit qui, selon les informations, cet immeuble est prévu pour être un centre de production de cartes nationales d'identité. Car lorsque vous partez même aujourd'hui au commissariat, au bureau, n'est-ce pas, d'identification, au commissariat central de Bafoussam, on vous dit, dans tous les commissariats des petits villages, on ne produit pas de cartes d'identité. Il n'y a que Bafoussam qui est le central. Et en témoigne, n'est-ce pas, cet immeuble nouvellement, flambant neuf, nouvellement construit, qui devait abriter les machines de production de cartes d'identité sur place. Mais on se rend compte que on revient toujours à nous dire que lorsqu'on vous enregistre, on envoie à Yaoundé, c'est Yaoundé qui produit, et puis c'est Campost qui transporte pour venir distribuer. À quoi a servi donc cet immeuble? Non, comme je l'ai dit, je pense qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Voilà, on devait engager tous ces constructions-là équipées au préalable. Tout à fait. Faire des essais. C'est rassurer qu'en 24 heures, on peut pouvoir... Ça passe. On peut pouvoir établir ces cartes-là avant de faire des déclarations. On a tenu des discours tapageux. Je ne sais pas si c'est un but électoraliste ou ce qu'on veut justement. Voilà, comme si aujourd'hui, si les Camerounais ont la CNI, de manière rapide, ça devait être une surprise ou bien du jamais vu. Alors que dans les pays voisins, les choses se font aussi rapidement que possible. Donc, j'ai l'impression que dans notre pays, on mystifie tout. La moindre des choses, c'est la CNI. On ne devrait pas mystifier la CNI. Dans ces centres-là, et je suis d'accord, c'est pour ça que je vous disais que le phénomène des cartes simples qu'on délibérait comme ça, vraiment, ça a créé beaucoup de troubles. Il y avait des gens qui avaient des triples identités. Voilà. Ça permettait, n'est-ce pas, que des mafieux se cachent derrière plusieurs cartes d'identité, n'est-ce pas, pour créer la zizanie ou pour faire du mal. Donc il faut que tout le monde soit identifié. C'est pour ça que
il demande tous ces éléments-là et que c'est centralisé au niveau peut-être de la sûreté nationale. Mais pour ma part, je dis, ils ont mis la charrue avant les bœufs. Ils devaient construire tous ces centres-là, équiper, engager le processus, tester, c'est rassurer qu'en 24 heures, ce serait fait. Et un autre aspect, sur le montant qu'on déclare, parce que j'ai l'impression que sur les montants, on fait aussi des fausses déclarations. Dit que la carte se fait à 10 000. Alors qu'au fond, le coût total d'une carte, ce n'est pas 10 000. Il faut qu'on dise la vérité au Camerounais. Il paraît même que c'est fluctuant en fonction de là où tu te trouves. Voilà. Paraît ça varie. Tu vas ici, c'est un autre coût qu'on te donne, tu vas là-bas. Donc, ce n'est pas loin. La faisabilité d'une carte, c'est dans l'ordre de moins 15, dans l'intervalle de 15, tout 16. À fait. Ça dépend, hein, même de l'argent et taxi que vous dépensez. Tout à fait. De l'ordre de moins 15, 16 000. Parce qu'il y a des dossiers qu'on doit certifier au préalable pour venir avec, avant de payer le coût de 10 000. Or, c'est des choses qui devraient être sues d'avant. Tout à fait. Si quelqu'un quitte de chez lui, j'ai dit, j'ai mes 10 000, je ne vais pas faire la carte. Il n'arrivera jamais. Non, il ne fera jamais une carte. Oui, alors, je suis témoin de cet aspect. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, vous faites, n'est-ce pas, le certificat de nationalité au niveau du parquet, où on vous prend, on vous envoie poser un timbre de 1500 francs. Vous revenez pour la signature, on vous prend 3000 francs. Oui. Vous partez maintenant avec votre acte de naissance au niveau de la mairie, où on vous fait poser deux timbres, à savoir le timbre de 1500 et le timbre de 500, communal de 500. Et au niveau de la mairie, bon, ils ne prennent pas d'argent pour la signature, ça passe. Vous revenez pour l'enregistrement en ligne. Je le dis, et actuellement, des Camerounais peuvent aller vérifier. Au commissariat central, il y a une table installée avec une dame dessus. Lorsque vous venez, elle vous aide à vous enregistrer en ligne et elle vous prend 3000 francs. Et également, le commissaire chargé du poste d'identification, il sort chaque matin, il vous donne les informations et il vous dit, allez charger votre téléphone, vous allez taper et envoyer 10 000 francs. Vous voyez que la carte d'identité vous revient à presque 20 000 francs au Cameroun. Ça, je le dis, et je peux présenter aux téléspectateurs la nouvelle carte qui m'appartient à moi. Je le dis, ce que j'ai subi. Donc, je n'ai pas compris, j'ai subi moi-même, j'ai déjà eu cette nouvelle carte, mais le coût est vraiment. Et je vous assure, la nouvelle carte, pour avoir cela en main, ça vous prend carrément 7 jours. Ça, il faut le dire. 7 jours, vous perdez et le travail et le temps tel que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc, c'est une réalité. J'ai vécu. Il n'y a pas de doute à ce que vous êtes en train de dire. Donc, vous voyez que là, c'est une injustice. Parce que quand vous dites une chose et faites une autre chose, c'est pas normal. Tout à fait. Vous dupez les citoyens, les citoyens camerounais sont dupés. Donc, c'est pas normal. Et c'est pour ça que je dis, dans la bonne gouvernance, vraiment, il faut la bonne personne au bon endroit. Au bon endroit, tout à fait. Il faut la bonne personne au bon endroit. Parce que ces affaires de cartes ici, là, dans notre pays, c'est comme tout à l'heure, là, on parlait des élections. Oui. Quand on va finir de faire les élections, quelque chose qui peut être, on peut avoir le résultat en 2-3 jours. Tout à fait. Il faut attendre 2 semaines, 3 semaines. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe entre-temps? C'est la corruption qui est en train de battre son plein dans tout ça. Donc, la même chose, quand on vous dit 2 jours pour votre carte, à ceci, cela, et pour finir, tu entres dans le processus et tu te rends compte que c'est faux. Ce qu'on t'avait dit là est faux. Pourquoi? Parce que comment est-ce qu'on va justifier tous les 3 000 francs, les 2 000 francs, les 1 000 francs qui sont donnés là? Est-ce qu'on vous donne une facturation pour ça? Vous voyez, il faut que vraiment qu'on apprenne à être juste dans ses propos, dans ses déclarations. Ce n'est qu'à partir de là qu'on peut bâtir quelque chose, un pays solide, où les Camerounais sont confiants, où les gens sont libres dans leur esprit et dans leur âme.
Mais quand les gens sont dupés comme ça, comment voulez-vous qu'ils puissent s'exprimer à cœur joie? Et sans vous couper, monsieur Kene, là, selon moi, n'est même pas le problème. Le problème, ce que j'ai posé d'ailleurs même au commissaire chargé, n'est-ce pas, du bureau de carte d'identité ici à Bafoussam, qu'allons-nous faire de nos vieux papas et vieilles mamans qui ne savent pas manipuler l'outil informatique? Oui. Alors, lorsque on vous oblige à charger dans votre compte mobile money 10 000 francs, ce papa ou cette maman qui ne connaît pas manipuler le téléphone, elle fera comment pour avoir une CNI, qui ne connaît pas où se trouve le parquet, le bureau, où on va établir un certificat de nationalité? Comment est-ce qu'elle va faire pour avoir sa CNI? C'est compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Alors, lorsque j'ai posé la question, le commissaire m'a dit les personnes de 3e âge vont se faire accompagner par un enfant. Mais nous savons tous, j'ai répondu au commissaire, nous savons tous, il y a des villages, il y a des grands-pères qui vivent tout seuls. Il n'y a même pas un petit-fils auprès de lui. S'il va avoir sa CNI, comment est-ce qu'il va procéder? C'est vraiment compliqué. Bon, c'est ce phénomène qui est récurrent dans ces pays. Alors, mesdames et messieurs, puisqu'il nous reste juste quelques minutes, et nous allons dire merci à la régie de nous avoir accordé même quelques minutes. Alors, nous allons entrer, n'est-ce pas, dans le dernier virage de notre émission. Alors, monsieur Lélé, nous parlons des élections qui approchent, qui seront, n'est-ce pas, couplées, présidentielles et bien d'autres. Alors, quel est le regard, vous qui êtes régional, n'est-ce pas, d'un parti politique, UMS, quel est le regard que votre parti politique porte pour l'avenir de notre pays? Et nous rappelons que ce n'est pas une campagne électorale, mais quel est votre plan d'action vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'avenir du pays? Que prévoit l'UMS? Ok, merci pour cette question. Et vous savez que l'enjeu politique dans notre pays est devenu de plus en plus très préoccupant. Pour ne pas dire nous, n'est-ce pas, qui portons des responsabilités politiques d'un certain niveau. Je pense qu'on a même plus le sommeil, parce qu'on s'interroge nous-mêmes, n'est-ce pas, du devenir et de l'avenir de notre pays. Également dans nos états-majors, nous particulièrement à l'UMS, nous sommes sur une certaine traçabilité. Parce que nous voudrons que d'ici à là, qu'on ait une certaine visibilité politique pour pouvoir participer activement lors des échéances électorales qui arrivent. Et sur ce, donc, au cours du mois de mai, ça va être programmé, n'est-ce pas, nous aurons notre convention, notre congrès au niveau de Yaoundé. Je pense que le palais des congrès a été réquisitionné pour la cause. Voilà. J'espère qu'on ne doit pas à la dernière minute vous défendre. Bon, je pense que c'est déjà accordé. Oui. Et il y a aussi un aspect, tout n'est pas négatif dans la gestion. On ne peut pas dire que le gouvernement actuel, tout est négatif. Je vous ai dit lors de mon débat de tout à l'heure que par moment j'ai obtenu, n'est-ce pas, des faveurs, des autorisations. Donc je ne veux jamais dire que vraiment à chaque fois que j'ai déposé des demandes d'autorisation, la manifestation qu'on ne me l'a pas donné, non. Ça, vraiment. Donc il y a des aspects aussi positifs. Donc, il faut le dire quand même. Même dans la gestion de notre pays, il y a des aspects aussi positifs qui soient affichés. Mais sauf que les négatifs l'emportent sur le positif. Vous pouvez tellement faire du bien qu'un simple aspect que vous avez fait, ça gâte. Ça vient annuler tout le reste. Donc, dans nos états-majors, surtout à l'UMS, nous sommes en train de réfléchir dans ce sens. Je pense que le mois de mai va être également déterminant au sein de notre parti. Parce que nous tenons à élire celui qui nous représentera, n'est-ce pas, pour les élections présidentielles. Voilà. Et je pense qu'à l'issue de cette élection-là, certainement, il pourra avoir une conclave au sein des partis de l'opposition qui trouveront l'alternative qui pourra être la leur pour pouvoir participer, n'est-ce pas, aux élections présidentielles. Je pense que ces choses-là vont se dessiner au fur et à mesure, voilà, pour pouvoir challenger le parti au pouvoir. Mais nous sommes véritablement soucieux, parce qu'il faut qu'il y ait un changement notoire dans ce pays, peut-être pas radical, mais un changement réel de ce pays, parce que nous on en a marre
que nos enfants aillent se plonger dans l'eau. Parce qu'ils veulent chercher le bien-être ailleurs. Nous, on en a marre de la vie chère, on en a marre de ci ou ça. Il faut que tout cela change. Donc nous, en tant que responsables politiques, on ne doit pas rester indifférents de la misère des Camerounais. C'est pour ça que nous nous interrogeons. Et rien ne peut avancer dans ce pays tant qu'il n'y aura pas une restructuration politique. Tout à fait. Tant que les cartes ne seront pas, n'est-ce pas, redonnées autrement, n'est-ce pas, on restera toujours dans cette léthargie. C'est pour ça que, impérativement, il faut le changement dans notre pays. Voilà. Parlant de changement, donc, nous avons M. Kene qui est, n'est-ce pas, le représentant du parti EPIC, le peuple intègre pour le changement. Alors, M. Kene, rendez-vous 2025, quelle perspective pour l'EPIC? Oui, il faut dire que, au regard humain, on voit que beaucoup de choses sont verrouillées. Oui. Là, on sait que nous sommes déjà rendus sur la dernière ligne droite. Oui. Et la plupart des partis, ou alors tous les partis, sont en train de se préparer, chacun pour sa part, actuellement. Bon, je l'ai souvent dit, j'ai dit, s'il faut regarder aux vues humaines, ce serait très compliqué. Les choses sont très très compliquées. Mais nous, dans notre parti, nous, au-delà de l'enjeu politique, n'est-ce pas, au-delà de cet enjeu, nous avons également quelque chose qui entre en ligne de compte, qui n'est pas propre aux autres partis, c'est que nous mettons en exergue la foi en Dieu. Parce que Dieu est réel. Dieu, il y a eu des pays, ce n'est pas une invention du Cameroun. Il y a eu des pays où Dieu a surpris contre toute attente. Je crois, je ne vais même pas aller loin pour élucider ce que je voudrais dire là. Quand nous regardons ce qui s'est passé au Sénégal, personne n'attendait personne n'attendait le jeune là au pouvoir. Personne n'attendait. Moi, je crois que ça, c'est une œuvre divine. Et c'est des choses... c'est pour ça qu'il y aura des surprises ici, dans notre... donc, malgré que tout soit verrouillé, je crois qu'il y aura des surprises. Donc, je peux simplement dire comme ça, nous attendons, et un peu comme disent les anglophones, wait and see. Voilà, j'espère vivement, et nous espérons que 2025 apportera, n'est-ce pas, beaucoup de changements dans notre pays. Alors, nous arrivons au terme de cette émission, mesdames et messieurs. Alors, monsieur Lélé, nous allons vous remercier de votre temps, de ce temps que vous avez accordé pour participer à cette émission. Alors, un dernier mot pour sortir. Ok, donc, tant que je serai disponible, j'y serai chaque fois, n'est-ce pas, pour éclairer la lanterne de vos milliers de téléspectateurs. Tout à fait. Donc, je suis ravi d'être là, d'être revenu encore sur scène. Très, très important. Et surtout rencontrer mon ami. Tout à fait. Mon frère, le révérend Kenny. Alors, pour vous titiller un tout petit peu, vous seriez président de la République au Cameroun? Moi personnellement, en président de la République. Oui, mais la convention de mon parti peut me mettre au devant de la scène. Je ne refuserai pas. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez votre futur président de la République du Cameroun sur ce plateau. Alors, monsieur Kene, et nous allons vous remercier de votre temps que vous avez pris pour participer à ce programme. Je crois que c'est aussi pour nous de dire, le lieu pour nous de dire merci à Bambutos TV qui déploie beaucoup d'efforts. Je voudrais saluer d'ailleurs le promoteur, la promotrice n'est-ce pas, de cette maison, parce que quand nous constatons, nous voyons une œuvre aussi grandiose et qui mérite vraiment beaucoup d'encouragement. Nous disons que nous sommes partants pour continuer à faire sa publicité dehors et que vive Bambutos TV. Alors vous seriez président de la République au Cameroun? Mais pourquoi pas, si j'étais appelé à le faire. Mesdames et messieurs, c'était donc Zoom Actu, édition de ce jour, et nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain, même lieu, même heure sur Bambutos Télévision. Restez scotchés. Ciao, bye bye. Bye bye, merci.